Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Qu'est-ce qu'une démocratie? Qu'est-ce qu'une dictature? Une question essentielle, évidemment, en philosophie politique. Pas uniquement, d'ailleurs, peut-être en philosophie politique. Et pour l'évoquer, je suis avec vous, Eugénie Mériot. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes maîtresse de conférences en droit public à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et vous publiez La dictature, une antithèse de la démocratie, point d'interrogation. En fait, il s'agit d'interroger ces deux notions, la démocratie, la dictature, et de revenir sur des idées reçues en matière de régime autoritaire. Et votre livre est publié aux éditions Cavalier Bleu. Et puis en duplex, Martin Rueff, bonjour. Martin Rueff qui est quelque part dans les limbes. Bonjour, Guillaume Erner. Ah, voilà, vous m'entendez. Vous venez d'apparaître, en tout cas d'apparaître dans les haut-parleurs. Vous êtes professeur de littérature française à l'Université de Genève et vous signez la préface d'une réédition d'un grand livre de Jean Starobinski consacré à Montesquieu. C'est aux éditions du Seuil. Peut-être quelques mots tout d'abord pour nous présenter qui était Jean Starobinski, et donc l'homme qui signe ce Montesquieu. Oui, bonjour. Alors Jean Starobinski est on peut dire un critique littéraire et un historien des idées, genevois. Il est né en 1920 et il est mort en 2019. Il a traversé le siècle. Et le Montesquieu est le premier livre qu'il signe vraiment, puisque pendant la guerre, il avait traduit Kafka, il avait composé une anthologie de textes de Stendhal. D'ailleurs, le Kafka, le Stendhal et le Montesquieu forment une espèce de trilogie de la liberté. Peut-être qu'on aura un mot à en dire. Et le premier livre qu'il publie, donc en 1953, donc l'année de la mort de Staline, c'est le Montesquieu. Mais dans l'édition, j'essaie de montrer que ce livre remonte à 1948, ce qui n'est pas du tout anodin, parce que 1948, c'est l'année lors de laquelle Jean Starobinski a enfin sa citoyenneté genevoise, parce que en fait, Jean Starobinski est un juif polonais qui a été apatride, si vous voulez, jusqu'en 1948. Alors l'idée que Montesquieu puisse offrir une solution philosophique, mais aussi une espèce d'horizon d'existence et d'éthos à un homme comme Jean Starobinski est quelque chose qui m'a passionné, qui je crois est de nature à intéresser les lectrices et les lecteurs, et aussi vos auditrices et vos auditeurs. Et oui, parce que je l'ai dit en introduction, alors c'est ma vision de Montesquieu, mais pour moi, Montesquieu est d'abord un magnifique écrivain, et il y a un plaisir de la langue inouï chez Montesquieu, mais c'est aussi quelqu'un qui apprend à la diversité des sociétés humaines, la modération, la manière d'organiser une démocratie. Bref, il y a chez Montesquieu incontestablement les fondements d'une vie bonne sur le plan politique. Qu'est-ce que vous en pensez, Martin Rueff? Écoutez, oui, tout à fait, vous le dites bien. Montesquieu est en fait un homme qui était porté au bonheur, il était porté pour le bonheur. Et une des questions qu'il se pose, c'est les conditions de possibilité politique d'assurer aux individus une vie sinon heureuse, car cela dépend évidemment de chacune et de chacun, mais les conditions de possibilité de la liberté et de la sécurité. Je dirais deux choses, Guillaume Erner, par rapport à votre remarque, c'est que d'une part, on a considéré, et sans doute à juste titre, c'est ni vous ni moi qui pouvons le dire, c'est Durkheim lui-même, que Montesquieu est d'une certaine manière fondateur de la sociologie moderne, ce qui est quand même pas rien dans la bouche de Durkheim, et c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'intéresse au rapport entre société et politique, et évidemment sa réflexion sur le despotisme s'inscrit dans ce cadre-là. Et par ailleurs, et je crois que vous avez cité 3 fois le mot, ça m'a touché, Montesquieu est un penseur de la modération. Mais il ne faut pas voir dans la modération chez Montesquieu une espèce de vertu de tiède, c'est une force, la modération. Et le calme et la sérénité, ce sont des forces pour un homme politique. Et l'excitation et le travail sur la peur, auquel Montesquieu consacre de nombreuses pages, et dans l'esprit des lois, et dans les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, est un des traits du despotisme. La modération, en fait, c'est ce qui s'oppose au despotisme. Et Starobinski écrit cette phrase qui me touche et que je pense qui est de nature à vous toucher aussi. La modération telle que Montesquieu la pratique n'est pas une vertu de rétrécissement. C'est l'attitude qui rend possible la plus vaste ouverture sur le monde et le plus large accueil. Pour s'ouvrir au monde et pour accueillir le monde, ce sont les termes de Starobinski,
il faut être modéré. Qu'est-ce que le despotisme pour Montesquieu? Comment le définit-il, Martin Rueff? Alors écoutez, en fait, il faut bien faire attention, et vous avez raison de parler de définition. C'est très important de parler de définition dans ce cadre, parce que le despotisme n'est pas la tyrannie. Il faut faire très attention quand on confond ces deux termes. Montesquieu consacre le livre 2 de l'Esprit des lois à cette célèbre typologie de la nature du gouvernement, la nature des trois divers gouvernements. Donc d'un côté, le gouvernement républicain, qui peut être à la fois ou démocratique ou aristocratique. D'autre part, deuxièmement, donc le gouvernement monarchique. Et enfin, le gouvernement despotique. Et Montesquieu fait une différence très nette, j'espère que ce sera clair pour nos auditrices et nos éditeurs, entre dictature, despotisme et tyrannie. La dictature, et Madame Mériot l'explique très bien dans son livre, la dictature était envisagée par Montesquieu comme par les Romains, comme un moment de la vie, en réalité, d'une république, c'est-à-dire le despotisme peut être l'effet du gouvernement républicain, qu'il soit démocratique ou aristocratique, et c'est le moment où on accorde à un magistrat des pouvoirs exceptionnels, ce que, par exemple, le philosophe contemporain George Agamben appelle l'état d'exception. Je cite ici un instant, Guillaume Erner, le chapitre 3 du livre 2. « L'exception à cette règle, dit-il, est lorsque la constitution de l'État est telle qu'il a besoin d'une magistrature qui ait un pouvoir exorbitant. » Et Montesquieu précise bien, il fallait que cette magistrature s'exerçât avec éclat, mais surtout qu'elle fût de durée limitée. C'est-à-dire que la dictature, c'est le moment où une république décide, si vous voulez, qu'il faut laisser à un homme des pouvoirs extraordinaires, un état d'exception, pour qu'il exerce, par exemple, un pouvoir en cas, vous imaginez bien, s'il y a une guerre, s'il y a un péril climatique, etc. Voilà le dictateur. Et dans le texte sur les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, ce que montre Montesquieu, c'est la manière dont, en réalité, un dictateur peut verser dans le despotisme ou dans la tyrannie, c'est-à-dire le moment de l'effondrement de la République, où la crainte générale fait qu'un homme se sent investi d'une mission de sauvetage, si vous voulez, et cette mission de sauvetage, eh bien, elle va transformer ce dictateur en quelque chose de beaucoup plus grave. Le dictateur étant en fait, si vous voulez, une espèce d'exception prévue par la loi, si on peut dire. Mais ça, Madame Mériot le dit très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Eugénie Mériot? Oui, bien sûr, la dictature, c'est l'état d'urgence. Et c'est la dictature romaine. Et donc, Montesquieu, qui s'inscrit dans la continuité des auteurs romains, reprend cette typologie-là. Sa grande nouveauté, c'est, comme l'a dit Martin Rueff, dans un premier temps, de rechercher non pas le gouvernement idéal, mais de s'intéresser aux sociétés qui existent et, à partir de ces données empiriques, de viser une typologie des régimes politiques. Alors, évidemment, ce n'est pas aussi clair que ça. Dans d'autres passages, il dit, oui, j'ai d'abord pensé la théorie, ensuite j'ai vu les cas pratiques s'y plier comme par magie. Mais en tout cas, cette démarche-là, elle est vraiment révolutionnaire par rapport aux antiques qui étaient dans la recherche du gouvernement idéal. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, justement pour... Sur les idées reçues relatives à la dictature. À la dictature, parce que notre science politique, notre droit constitutionnel, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en particulier, c'est peut-être, le mot est un peu fort, mais en tout cas c'est perdu et a oublié d'étudier empiriquement le fonctionnement de ces régimes autoritaires. Et on doit ça à Montesquieu, mais à une mauvaise compréhension de Montesquieu, quand Montesquieu nous dit le despotisme oriental, c'est la monarchie sans la légalité. Je paraphrase, mais l'idée est qu'en effet un seul gouverne, mais contrairement à la monarchie où le monarque gouverne par des lois fixes et établies, dans le despotisme, le monarque ou l'empereur gouverne par ses seuls caprices. Et il prend comme modèle la Chine, c'est le despotisme oriental de la Chine des Qing de cette époque-là qu'il prend en exemple de ce despotisme oriental. Et on a gardé cette idée-là
Et à partir de ce moment-là, on s'est désintéressé de l'étude des lois, des règles de fonctionnement des régimes autoritaires. Et c'est une grande lacune à mon sens parce que l'étude de ces lois, de ces règles qui régissent notamment constitutionnel juridique, puisque je suis constitutionnaliste, donc j'ai un biais évidemment, ces règles-là nous en apprennent autant sur ces régimes autoritaires qu'ils nous en apprennent sur nous-mêmes. Et c'était justement le geste de Montesquieu lorsqu'il a parlé du despotisme oriental. Il montrait en quoi la Chine des Qing était très proche de la monarchie absolue de Louis XIV et Louis XV. Et c'est ce qu'il dit aussi Martin Rueff dans sa phrase très célèbre, c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Et c'est là l'une des phrases probablement qui soutient toutes les constitutions de la République. Oui, oui, c'est-à-dire que ce que vient de dire Madame Herriot me paraît décisif. C'est-à-dire que la manière, si vous voulez, dont on a opposé d'une manière assez caricaturale, d'un côté, ce qu'on pouvait appeler le monde libre, et cette dichotomie, elle vient évidemment de l'extraordinaire expérience terrifiante qu'ont été les régimes totalitaires. Donc on a opposé le monde libre au régime totalitaire, aux dictatures totalitaire, mais en faisant ça, on a fait comme si du côté du monde libre, il n'y avait aucun ferment, si vous voulez, qui pouvait faire verser nos démocraties, avec leur système constitutionnel, vers des régimes qui s'apparentaient de plus en plus par la pérennisation des états d'exception, par la manière dont on rognait des lois sur l'expression, la manière dont on envahissait progressivement les sphères qui sont des sphères privées. On n'a pas été assez attentif Oui, au grignotage, si vous me permettez cette image. Vers la dictature, je le permets, mais hélas, le temps presse. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Martin Rueff pour parler donc du Montesquieu de Jean Starobinski, Eugénie Merriot, La dictature, une antithèse de la démocratie aux éditions du Cavalier Bleu. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Philosophie politique autour de deux notions, ce qui les distingue, la dictature et la démocratie. La dictature, Eugénie Merriot, vous êtes maîtresse de conférences en droit constitutionnel. Vous publiez La dictature, une antithèse de la démocratie, 20 idées reçues sur les régimes autoritaires. C'est aux éditions du Cavalier Bleu. Jean Starobinski, lui, a publié un Montesquieu, republié aux éditions du Seuil et préfacé par Martin Rueff. Martin Rueff, vous êtes professeur de littérature en Suisse, vous êtes en duplex avec nous. Peut-être un commentaire, qu'est-ce que Montesquieu aurait pensé du programme du Rassemblement national, Martin Rueff ? Bien, écoutez, au-delà de la rhétorique de matamor de ce programme, on peut dire que la division des énonciateurs de ce programme renvoie à des incohérences tout à fait sensibles auxquelles tout un chacun et toute une chacune devrait être attentive. Il y a un point sur lequel Montesquieu serait très sourcilleux, c'est ce qui a été présenté dans les deux vagues de réformes, quand d'une part M. Bardella annonce un sursaut sécuritaire et pénal. Alors là, j'aimerais bien insister sur l'aspect pénal de la question, et je pense que Mme Merriot aura des choses à dire. Et dans la deuxième vague, dans laquelle sont annoncées des réformes sur l'école, la santé, la retraite, etc., le premier mot, c'est le retour à l'autorité. Or, il faut rappeler que pour Montesquieu, et c'est les formules du livre 11 et du chapitre 1 à 6 sont très célèbres à cet endroit, le fondement d'un système politique juste, c'est une catégorie qui a été élaborée après lui, mais dont il a forgé, si vous voulez, le lexique et les conditions de possibilité, c'est le garantisme. C'est-à-dire que les citoyens doivent être protégés par un État qui a le monopole, pour parler comme Max Weber, de la violence. Et ériger sans cesse l'idée du sursaut sécuritaire et pénal, c'est dire aux individus citoyennes et citoyens que désormais, ce dont ils devront avoir peur, c'est l'État. Et transformer, si vous voulez, le monde social dans lequel on vit, mais ça a été la même chose pour Trump, qui d'ailleurs n'a pas du tout hésité, lui, vous vous en souvenez, récemment, à dire que dès qu'il arriverait au pouvoir, il rétablirait, fût-ce pour quelques jours, la dictature. C'est la même chose chez M. Milei, c'est exactement la même chose chez Mme Meloni, dans des circonstances encore plus préoccupantes, puisqu'elle veut carrément changer la Constitution. Donc dire à une nation
que le moteur qui va maintenant, disons, être la dynamique politique principale, ça va être le sursaut sécuritaire et pénal, mais c'est absolument effrayant. Et Montesquieu en aurait été complètement saisi par ce type d'affirmation. Montesquieu est le fondateur du garantisme, c'est-à-dire l'idée qu'un État doit protéger les citoyens de la violence qu'il peut exercer à leur encontre. Donc dire que la première chose que va faire un État, c'est le retour à l'autorité et le retour à un système sécuritaire et pénal, c'est effectivement très dangereux. Et les personnes qui pensent qu'en votant pour ce type de programme, eh bien, ils vont être protégés, vont se retrouver dans des situations où ils seront inquiétés dans leur liberté de mouvement, leur liberté d'expression, leur liberté de manifestation. Madame Merriot, mais aussi Madame Hennette Vaucher, et à un certain égard, Monsieur Agamben, le philosophe italien, nous avertissent depuis de nombreuses années sur ce qu'on appelle la dérive évidemment de nos démocraties, hein, qui, si vous voulez, paye les électeurs d'une fausse monnaie, c'est-à-dire, ça consiste à dire, on va de moins en moins s'occuper de vos conditions de vie, de moins en moins s'occuper de votre bien-être, mais on va vous faire croire qu'en s'occupant de votre sécurité, on s'occupe de vous. Mais quiconque observe la vie politique s'aperçoit que toutes ces politiques ont été dans le même sens. Plus de sécurité, ça veut dire moins de protection. Eugénie Merriot, qu'est-ce que vous en pensez, notamment quand vous prenez ces idées reçues sur les régimes autoritaires ? Alors, sur la question de l'autorité, je ne pense pas que le Rassemblement national opère un acte révolutionnaire quand il décide de remettre l'autorité au centre de leur campagne, puisque c'est le thème général du quinquennat d'Emmanuel Macron également, et depuis l'arrivée au pouvoir de Gabriel Attal, on se souvient bien que c'était le thème central. Et puis on peut remonter plus loin, la Ve République, c'est le retour à l'autorité après la faiblesse de la Quatrième République, et c'est la raison pour laquelle notre Constitution institue ce président de la République qui est la figure qui incarne l'autorité et qui d'ailleurs et c'est une anomalie parmi les démocraties libérales occidentales, est un président qui a de larges pouvoirs alors qu'il est irresponsable politiquement. Il a l'arme de la dissolution, on l'a vu, une arme discrétionnaire qu'il utilise de façon surprise, c'est ce qui vient de se passer, sans avoir même consulté le Premier ministre alors que c'est normalement le cas, en tout cas c'est ce que prévoit la Constitution. Et donc il l'a consulté puisqu'il lui en a parlé. A dit voilà, Gabriel Attal hier. Voilà, justement, j'ai vu cette séquence qui était absolument fascinante. Oui, il y a eu un coup de téléphone. Donc toujours est-il qu'en tout cas cette question du retour à l'autorité, c'est le contexte de naissance de la Ve République et c'est l'ADN de notre République. Et je pense qu'on peut faire un parallèle ici avec les années 30 où vous avez le diagnostic qui est posé sur la crise de la démocratie représentative. À droite, c'est toujours la question de l'autorité, la faiblesse de la démocratie représentative, son manque d'autorité, alors qu'à gauche, on va poser un autre diagnostic, comme par exemple le manque de représentativité, le manque de démocratie dans cette démocratie parlementaire. Donc, c'est une question qui traverse évidemment toute l'histoire de la philosophie politique, depuis les Grecs jusqu'à aujourd'hui, en passant par Hannah Arendt, et on n'est pas sorti de cette question-là. Et en effet, le retour du thème de l'autorité vraiment au cœur, semble participer de ce glissement vers l'illibéralisme dont j'ai déjà parlé et dont je parle également dans le livre. Lorsque l'on songe à Montesquieu, Martin Rueff, on songe tout d'abord à la séparation des pouvoirs. C'est un principe essentiel dans une démocratie. Comment Montesquieu le développe-t-il, ce principe, et pourquoi est-ce aussi important ? Eh bien, cette thèse de la distribution des pouvoirs ou la distribution de la séparation, elle est énoncée au chapitre 6 du livre 11 à propos de l'Angleterre. L'idée, si vous voulez, c'est que la concentration dans une seule figure du pouvoir législatif ou puissance législative, comme dit Montesquieu, de la puissance exécutrice des lois, et en réalité, cette concentration, hein, elle est la condition de possibilité de l'installation d'un pouvoir que nous, on appellerait autoritaire, totalitaire, etc. Et Montesquieu voit dans la Constitution d'Angleterre, hein, disons, un modèle possible de cette séparation. Hein. Voilà ce qu'il dit. Hein. Alors, ce qui est très important, Guillaume Erner, c'est que cette séparation, cette distribution des pouvoirs ou des puissances, il l'énonce quand il essaie de penser la liberté politique. Et voilà ce qu'il dit. Hein.
La liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté. Et pour qu'on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen. Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté. Parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même Sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. Voilà. Et donc ensuite, il détaille, il dit que c'est la même chose s'il y a confusion dans la même figure de la puissance législative et de l'exécutrice. Alors ce qui est passionnant, si vous me permettez ce développement, ce qui est passionnant, c'est de rappeler qu'au XIXe siècle, des penseurs comme Romieux ou comme Tocqueville ont inventé une catégorie qui s'appelle le césarisme. Et le césarisme, c'est une catégorie qui va très bien, me semble-t-il, pour décrire ce qui est en train de se passer. Notamment au chapitre 6 de la 4e partie du tome 2 de la démocratie en Amérique, Tocqueville pose cette question que je veux faire entendre. Quelles espèces de despotisme les nations démocratiques ont-elles à craindre? Et ce que dit Tocqueville, c'est qu'en réalité, des formes nouvelles de despotisme, et je pense que c'est ce que montre bien Madame Mériot, se niche, si vous voulez, dans les démocraties. Et voilà ce qu'il dit, parce que je trouve que cette formule est extraordinaire. Il semble, voilà ce qu'il écrit, Tocqueville, il semble que si le despotisme venait à s'établir chez les nations démocratiques de nos jours, il aurait d'autres caractères, il serait plus étendu et plus doux, et il dégraderait les hommes sans les tourmenter. Qu'est-ce que vous Dégrader les hommes sans les tourmenter. Et Tocqueville est vraiment ici un descendant extraordinaire, et dans sa capacité aussi de formulation de Montesquieu. La manière dont vous le disiez tout à l'heure, ce sont des penseurs qui sont entre eux, on va dire, aujourd'hui on dirait philosophie politique et sociologie, mais qui sont très attentifs à la manière, l'un et l'autre, à la manière dont les systèmes politiques se transforment dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'il est toujours dangereux. Il y a une dimension historique importante chez ces deux penseurs. Vous avez évidemment raison, Martin Rueff. Eugénie Mériot, ce despotisme doux que redoute Tocqueville avec cette manière pessimiste qu'il a d'observer la démocratie, est-ce que vous le retrouvez dans ces typologies des dictatures que vous faites ? Oui, mais je voudrais revenir sur cette filiation Tocqueville-Montesquieu. Et c'est l'objet de mon prochain livre qui s'appelle Géopolitique de l'état d'exception. Montesquieu comme Tocqueville sont des grandes figures de la pensée du libéralisme. Et la pensée du libéralisme, elle s'appuie sur la pensée de l'état d'urgence. Donc comme chez Montesquieu, comme chez Tocqueville, il y a cette nécessité de l'état d'urgence, c'est-à-dire cette nécessité de la dictature pour sauvegarder la démocratie. Donc le ver est déjà dans le fruit quand on théorise le libéralisme politique. Et d'ailleurs, l'un comme l'autre ont été, et là je ferai une critique à l'égard de ces deux auteurs, ont pensé des différences entre le droit qui devait s'appliquer en métropole et le droit qui devait s'appliquer dans nos colonies. Et en particulier chez Tocqueville, c'est extrêmement flagrant. Il nous parle d'un dualisme qui doit exister entre d'une part le despotisme, la dictature qui doit être mise en place en Algérie pour les Arabes et la démocratie qui, elle, doit être mise en place en métropole, mais aussi pour les colons blancs en Algérie. Donc vous avez ce dualisme toujours à l'œuvre qui est déjà en lui porteur de cette gangrène de la démocratie par sa dictature interne. Là aussi, en replaçant dans le contexte, notamment la pensée de Montesquieu, celui-ci est probablement le premier à s'élever contre l'esclavage d'une manière parfaitement articulée, complètement ironique, mais parfaitement articulée, Eugénie Mériot. Oui, mais on peut s'intéresser à des passages de l'Esprit des lois qui sont un petit peu moins connus que celui que vous citez de l'esclavage des nègres. Par exemple, dans un passage sur l'inutilité de l'esclavage parmi nous, on voit bien encore une fois cette pensée libérale qui proclame des droits, mais en les restreignant quand même à une certaine partie de l'humanité. Et donc c'est ce qui pousse Montesquieu à écrire par exemple « Il y a des pays où la chaleur énerve le corps et affaiblit si fort le courage que les hommes ne sont portés à un devoir pénible que par la crainte du châtiment. » L'esclavage y choque donc moins la raison. Et on retrouve ce genre de propos disséminés ça et là dans l'Esprit des lois. Donc,
certes, il était à la fois anti-esclavagiste et anti-impérialiste, mais avec des exceptions. Et c'est dans ces interstices de l'exception qui sont partout présents dans le libéralisme politique et dans nos démocraties libérales que s'infiltre, si vous voulez, cette pensée de la dictature. Et en particulier, les personnes qui sont sujettes à ces exceptions-là ont tout à fait le droit de revendiquer que pour elles, la pensée libérale et la démocratie libérale n'est pas à la hauteur de ce qu'elle promet. Et je pense que c'est l'une des raisons faisant qu'aujourd'hui la démocratie libérale est en recul dans le monde. Martin Rueff. Oui, écoutez, je remercie Madame Mériot de ces précisions. Je pense que il faut comme elle le fait, hein, bien distinguer les niveaux de discours. Donc, d'une part, dire que l'état d'exception est le ver dans le fruit, pour reprendre votre image, hein, de la pensée des démocraties. Hein. Ça ne veut certainement pas dire que ce que ces penseurs de la démocratie ou de la République appellent de leur vœu, c'est cette dérive. Ce que ça consiste à dire, c'est que dans certains cas, et là c'est descriptif, à propos de Rome comme de Venise chez Montesquieu, eh bien, des systèmes républicains avaient prévu, et vous avez raison de dire que c'est la possibilité de la dérive, mais dire que c'est la possibilité de la dérive, ce n'est certainement pas dire que c'était le programme politique de Montesquieu, et d'ailleurs c'est pas du tout ce que vous avez dit, et dans votre livre, vous faites de Montesquieu un des penseurs qui est à l'origine de votre propre système. Alors, ce que vous dites, d'autre part, le deuxième point sur la question des colonies, appelle plusieurs remarques. C'est le rapport, en fait, d'une certaine manière, entre ce qu'on appelle rapidement le libéralisme des Lumières, hein, et la pensée coloniale et décoloniale. Et vous avez raison, me semble-t-il, d'attirer l'attention sur le fait que, comme le disait Georges Benrey-Cassin, le programme des Lumières, et d'ailleurs Habermas ou Derrida le disent aussi, hein, sont des programmes inachevés, puisque le sujet de droit qui est en jeu dans ces pensées de la politique, hein, est un sujet de droit qui semble bien situé, hein, et exclure sur ses marges des sujets qui deviennent rapidement des esclaves ou des figures subalternes. Mais il est vrai aussi qu'on peut très bien utiliser les Lumières contre elles-mêmes. On peut utiliser Montesquieu contre lui-même, on peut utiliser Kant contre lui-même. Et moi qui suis un spécialiste de Rousseau, comme vous le savez, hein, Rousseau est quelqu'un qui a condamné de manière extrêmement vigoureuse l'esclavage. Il me semble, si vous voulez, dernier point, que les penseurs, les pensées de Montesquieu, hein, sur la corrélation entre le climat et les systèmes politiques appellent toutes sortes de nuances, hein, et le philosophe français qui a le mieux déployé ça, à partir d'ailleurs des lectures d'Althusser, de Bourdieu, de Montesquieu, hein, c'est Jean-Patrice Courtois, hein, qui a écrit sur les climats des choses tout à fait considérables et tout à fait importantes, en parlant plutôt que de déterminisme, de corrélation. Mais bon, ce sont des aspects techniques. En tout cas, il est vrai, et vous avez raison, madame, de le souligner, que le système libéral, quand il pense la justice à partir de l'individu, parce que c'est évidemment ça qui est en jeu, offre plusieurs types d'interprétations, et des interprétations qui sont évidemment parfois dangereuses. Chez Starobinsky, en tout cas, c'est pas le cas. Moi, je vais m'inscrire en faux par rapport à ce que vous dites tous les deux. Je pense qu'au contraire, le système libéral tel qu'il est présenté chez Montesquieu notamment, a le mérite, par les temps qui courent, si j'ose dire, d'être une théorie du moindre mal. C'est-à-dire qu'on voit bien que il s'agit du libéralisme. Alors, je précise, un libéralisme politique qui est développé chez Montesquieu et plus encore chez Tocqueville, et non pas nécessairement un libéralisme économique. Et lorsque le choix se fait entre ce libéralisme politique-là et le populisme, et il faudrait être fou pour ne pas voir la distinction et pour ne pas faire une hiérarchie de valeurs qui, certes, doit être relativisée, puisqu'on parle d'auteurs qui ont écrit au XVIIIe siècle, mais lorsqu'on prend disons, les trésors constitutionnels que nous fournit Montesquieu, non seulement sur la séparation des pouvoirs dont on parlait tout à l'heure, mais aussi sur le fait que, bien par exemple, la vertu doit être bornée, sur le fait que le peuple doit être éclairé, sur le fait également qu'il
qu'il faut toucher aux lois existantes d'une main tremblante, qui est un principe essentiel chez Montesquieu et qui évite justement de voir comment on peut bouleverser un ordre social en renversant par exemple des principes d'acquisition de la citoyenneté. Je pense que c'est cela, et il ne faut pas se tromper en écrasant au nom d'un purisme qui a tout lieu d'être sur le plan intellectuel mais qui n'a pas lieu d'être sur le plan politique, notamment dans le moment présent, une démocratie qui certes est imparfaite mais préférable peut-être à d'autres formes de gouvernement. Eugénie Eh Merriot. bien justement, je m'inscris complètement en porte-à-faux avec cette idée, l'idée que vous défendez, qui est tout à fait défendable et qui est plutôt dominante d'ailleurs, cette idée que la critique de la démocratie libérale est affaire de puristes philosophes et que la réalité nous appelle à plutôt la défendre dans ses imperfections. Justement, je pense que c'est cette attitude que nous avons eue très très longtemps et qui nous a mené là où nous sommes aujourd'hui. Et justement, cette démocratie libérale, elle ne fait plus rêver parce que la déconnexion entre l'idéal politique proclamé et la pratique du pouvoir est devenue telle qu'il devient maintenant urgent de s'interroger sur la création d'un nouveau modèle politique. Est-ce que on ne doit pas maintenant, et c'est d'ailleurs l'objet du livre, en fait, qu'est-ce que je fais dans ce livre-là? Je pointe les similitudes, contrairement à Montesquieu qui était plutôt intéressé par les différences. Moi, je pointe plutôt les similitudes entre les régimes autoritaires et les régimes démocratiques, en montrant comment la mécanique du pouvoir est la même dans des États qui fonctionnent sur le modèle de la démocratie représentative, avec d'un côté une constitution qui organise les règles du jeu et d'autre part le suffrage universel qui est la source de la légitimité des gouvernants. Et bien dans ce modèle-là, la démocratie représentative, il y a une tendance très lourde à la captation du pouvoir par les élites en place et ensuite au maintien au pouvoir grâce à l'élection. Et donc il y a une filiation très forte entre les démocraties libérales, les démocraties illibérales et les régimes autoritaires en matière de jeu du pouvoir. Et c'est ce que Montesquieu montrait quand il disait, mais regardez, la monarchie absolue française de Louis XIV, de Louis XV, elle ressemble au despotisme de la Chine. Ce sont deux régimes qui ont l'air de n'avoir rien à voir, mais en réalité, les règles du jeu sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas en réalité. Et donc, il faut penser... Quand on prend par exemple les questions constitutionnelles, la manière dont Donald Trump s'est arrogé par exemple la Cour suprême, ce qui est un levier essentiel et qui aujourd'hui fait courir de lourds périls à l'Amérique, Eugénie Merriot, est-ce qu'on peut dire que c'est par un excès de Montesquieu qu'il en est arrivé là? Est-ce que l'on peut dire que c'est en poussant jusqu'au bout la démocratie libérale? Non, c'est en la piétinant, c'est en oubliant en fait ce qu'était la séparation du pouvoir, ce qui normalement aurait dû conduire à l'empêcher de composer à sa guise la Cour suprême, que nous en sommes arrivés là, et que par exemple l'IVG est aujourd'hui menacée aux États-Unis. Mais justement, vous voyez, ici, nous sommes aussi dans la logique de ce libéralisme politique qui a érigé la Cour suprême en défenseur des droits et libertés. Et donc l'IVG a été protégée aux États-Unis par les cours suprêmes beaucoup plus que par les législations, même s'il y a des États dans lesquels il existe des législations protégeant de l'IVG. Et donc c'est la raison pour laquelle la Cour suprême est devenue un acteur politique de premier plan et que elle est devenue l'enjeu du système présidentiel américain, que ce soit Trump ou que ce soit Obama avant lui. Mais je veux juste terminer en disant, nous avons un premier âge de la démocratie qui est la démocratie directe athénienne. Nous avons ensuite la démocratie représentative et si on regarde dans le temps long, les régimes illibéraux et les régimes libéraux sont dans cette démocratie représentative. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un troisième modèle qui nous sorte de ce choix entre deux régimes qui se ressemblent, le libéral et l'illibéral? Eugénie Merriot, La dictature, une antithèse de la démocratie, 20 idées reçues sur les régimes autoritaires aux éditions du Cavalier Bleu. Martin Rueff, votre préface au Montesquieu de Jean Starobinski, c'est aux éditions du Seuil. Et puis un mot pour vous dire que dans cette période où nous avons besoin de réfléchir aux mots, aux termes qui constituent la démocratie, eh bien France Culture vous propose les mots de la République, où vous retrouverez d'ailleurs notamment Eugénie Merriot, pour vous permettre de savoir plus précisément ce qu'est une dissolution, une république, une démocratie. C'est à retrouver bien sûr sur l'application Radio France et sur le site de France Culture.